Et maintenant, nous passons à une étape de notre congrès, c'est l'ouverture de notre congrès par une conférence qui nous sera présentée par le ministère de la Santé. Et j'appelle Madame le docteur Lekhal et Madame Mouzouni. À toi la parole, Madame Mouzouni. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Bonsoir tout le monde. Je me présente, je suis Fatem Zahra Mouzouni, le chef de service des maladies métaboliques et endocriniennes au niveau du ministère de la Santé. Et je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Président de la SMEDIAN ainsi que les organisateurs d'avoir inscrit une session pour le ministère de la Santé. Je vous remercie. Pourquoi? Parce que vous créez une occasion et vous nous donnez aussi une occasion pour qu'on échange entre nous ce qui se passe à l'échelle stratégique et planification et gestion du programme national et de contrôle du diabète. Alors, je saisis cette occasion pour vous présenter les résultats de l'enquête Stepwise, mais aussi la stratégie nationale multisectorielle de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles. Je ne peux pas, autant que représentante du ministère de la Santé, parler que du diabète, mais aussi maladies non transmissibles, parce qu'aujourd'hui, à l'échelle internationale, comme vous le savez, on parle de 5 maladies prioritaires, de maladies chroniques prioritaires, le diabète, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales chroniques, mais aussi les maladies respiratoires. Donc, je pense que c'est très bénéfique pour tout le monde, notamment pour vous aussi, parce que vous aurez l'occasion de présenter le Maroc au niveau international, de présenter des résultats actualisés de la prévalence de cette maladie, mais aussi de connaître ce qui se passe en matière de gestion de cette maladie au niveau de votre pays. Donc, il faudrait savoir, comme je l'ai dit, les maladies non transmissibles dont le diabète sont inscrits dans un certain nombre de cadres internationaux. Ils sont inscrits d'abord dans l'ODD, les objectifs de développement durable 3, notamment dans la cible 3.4 qui cible que d'ici 2030, il faut absolument réduire d'un tiers la mortalité prématurée qui est due aux maladies non transmissibles dont je vous ai parlé. C'est inscrit aussi comme priorité dans la Déclaration des Nations Unies en 2011, qui a classé les maladies non transmissibles comme priorité, mais aussi dans la déclaration 2018 qui continue à placer les maladies non transmissibles dans le rang de priorité, mais aussi elle incite les États membres à ce qu'ils fassent encore beaucoup plus d'efforts en matière de gestion de ces maladies. Par rapport au contexte national, comme vous le savez, le Maroc fait partie des États membres des Nations Unies. Il s'est aussi engagé à prendre et à entreprendre des mesures multisectorielles en fournissant toutes les ressources adéquates, prévisibles et constantes pour lutter contre les maladies non transmissibles. Et je le dis toujours, dont le diabète fait partie. Les maladies non transmissibles aussi sont inscrites comme priorité dans un contexte national que vous connaissez tous. La santé, elle est à l'intérieur de la Constitution, des messages qui sont cités par Sa Majesté le Roi, dans le chantier de la couverture sanitaire universelle, le partenariat public-privé, la réforme de la loi organique, mais aussi dans la régionalisation avancée. Et dernièrement, le diabète ainsi que les autres maladies chroniques sont inscrites comme priorité dans le plan santé 2025 et dans ces 3 piliers vu leur importance.
D'ailleurs, le plan santé 2025, il est constitué de 3 piliers, et donc les maladies chroniques et dont le diabète, vous le verrez si vous allez chercher dans le plan santé 2025, vous allez voir le diabète est inscrit dans tous les axes stratégiques, dans toutes les actions et les mesures. Alors, bien sûr, pour toute planification stratégique, il faut qu'on ait un état des lieux actualisé. Le Maroc, aujourd'hui, dispose de résultats qui ont émané d'une enquête qu'on appelle l'enquête Stepwise. C'est une enquête dont le protocole a été établi par l'OMS. On était parmi les derniers pays qui n'avaient pas réalisé ce genre d'enquête, mais aujourd'hui, on est tous fiers d'avoir réalisé cette enquête et de disposer de résultats actualisés. Alors, l'objectif principal de cette enquête était de déterminer la prévalence des facteurs de risque commun des maladies non transmissibles chez les sujets âgés de 18 ans et plus. Les objectifs spécifiques, c'est de décrire la distribution de ces facteurs de risque en fonction des caractéristiques démographiques et socio-économiques, identifier les groupes de population les plus exposés aux facteurs de risque des maladies non transmissibles, mais aussi définir le niveau de connaissance de la population relative aux facteurs de risque des maladies non transmissibles. Alors, bien sûr, il y a eu toute une organisation. Comme vous le savez, toute enquête, c'est très lourd à gérer et à réaliser. D'ailleurs, la seule enquête dont vous vous rappelez, c'était en 2000, et maintenant, c'est l'enquête 2018. Il fallait un comité de pilotage qui était présidé par monsieur le secrétaire général, et puis il y avait un comité technique dont l'ASMEDION, des représentants de l'ASMEDION en fait partie, et d'autres représentants d'autres sociétés savantes, des cardiologues, des néphrologues, etc. L'étude et le type d'étude, c'est une étude transversale à visée descriptive. Elle a concerné le territoire national, 12 régions bien sûr, avec les 69 régions. La période de l'étude s'est étalée durant la période de l'année 2017-2018. La population cible, c'est les adultes âgés de 18 ans et plus. Et puis l'échantillonnage, bien sûr, notamment l'échantillon maître, a émané du sondage qu'a réalisé le Haut Commissariat au Plan en 2014. Et puis, nous avons recruté des sondagistes de renommée pour définir la taille de l'échantillon qui était de 6100 ménages. Alors, pourquoi on l'appelle stepwise? Parce qu'elle se fait en 3 étapes, la step 1, step 2 et la 3e étape. Bon, la step 1 consiste à administrer un questionnaire sur des données générales, les données démographiques, l'évaluation des connaissances, comme je l'ai dit, et les habitudes comportementales. L'étape 2 consiste à la mesure anthropométrique, le poids, la taille, le tour de taille et la pression artérielle. Et puis, il y a l'étape 3 qui consiste à prendre des mesures biochimiques, le dosage de la glycémie et des collectes de spots urinaires, mais aussi des urines de 24 heures pour définir un certain nombre de coefficients et de résultats. Alors, je ne vais pas trop m'étaler sur les détails. Nous sommes en train c'est vrai, on a fait éditer un rapport très succinct des résultats de cette enquête, mais un rapport très détaillé en suivant tout un protocole de l'OMS est en train d'être élaboré. Il sera édité prochainement, Inch'Allah. Alors, comme je l'ai dit, la taille de l'échantillon était de 6100 ménages. Le nombre de participants à cette enquête était de 5429, avec un taux de participation pour l'étape 1 et 2 de 89%, mais pour l'étape la 3e étape, comme vous le savez, même si c'était des prélèvements capillaires, la population est parfois réticente à ce genre de manipulation. Le taux de réponse était de 80%. Pour nos épidémiologistes, c'est largement satisfaisant et représentatif de l'étude. Alors, il y avait plus de femmes
que d'hommes, comme vous le savez, et ça s'explique parce qu'au moment du passage de l'équipe, en général, ce sont les femmes qui se trouvent au niveau du ménage, et l'urbain est beaucoup plus représentatif que le rural, 62 versus 37% pour le rural. Tous les âges étaient représentés, avec de légères variations, mais on a trouvé tous les âges qui nous concernaient. Pour les mesures comportementales, alors le premier résultat, la prévalence de la consommation du tabac fumé au niveau national est de presque 12%, plus important chez les hommes, et il n'y a pas une grande différence entre le milieu urbain et rural. Les personnes qui sont en faveur de l'application de la loi anti-tabac que vous connaissez est de 97%. Donc il faut qu'il y ait beaucoup plus de mise en œuvre de cette réglementation puisque la population est en faveur de cette loi. La consommation de l'alcool, elle est de 1,7% au niveau de notre pays. Plus importante chez les hommes et beaucoup plus importante aussi au niveau urbain. Alors, pour la consommation de moins de 5 fruits et légumes tels que recommandés par l'OMS, la population, malheureusement, il y a un fort pourcentage de la population qui ne respecte pas cette règle. Comme vous le voyez, c'est beaucoup plus important au niveau rural, malgré qu'au niveau rural, on dit qu'il y a beaucoup plus de fruits et de légumes, mais ils ne les consomment pas pour plusieurs raisons, pauvreté, etc. Ce sont des gens qui récoltent ça, mais qui vendent pour pouvoir s'acheter autre chose. Pour l'inactivité physique, 21% de la population marocaine sont on dirait en phase de sédentarité. Ils pratiquent moins de 150 minutes d'activité modérée par semaine. Alors pour les mesures physiques, le surpoids et l'obésité, 33% de la population marocaine est en surpoids, 20% est obèse. Je voudrais vous rappeler les résultats de 2000. On était à 18%, on était à 20% de surpoids. Aujourd'hui, on est à 33%. On était à 13% d'obésité. Aujourd'hui, on est à 20%. Bien sûr, le surpoids et l'obésité est beaucoup plus observé chez la femme que chez l'homme et beaucoup plus élevé aussi au niveau urbain et qu'au niveau rural. Et j'imagine que vous devinez le pourquoi de la chose. L'hypertension, de 29% chez la population marocaine. Comme vous le voyez, notre étude n'a pas montré une grande différence ni entre la femme et l'homme, ni entre les deux milieux. Pour les mesures biochimiques, alors pour la prévalence du diabète, nous sommes à 10,6% de prévalence de diabète chez cette population. La prévalence est beaucoup plus importante chez la femme et beaucoup plus importante aussi en milieu urbain. Je me permets aussi de vous rappeler les chiffres de 2000. On était à 6,6 à l'échelle nationale et on était à... en milieu urbain, on était à 9%, aujourd'hui on est à 12%, et on était à 4% au niveau rural, aujourd'hui on est à 8%. Donc vous voyez cette augmentation exponentielle du diabète au niveau de notre pays pendant 18 ans. Ça a presque de 6 à 10... on est presque à 2,5, ça s'est multiplié presque à 2,5 et je vous assure que ça va être encore... Nous suivons en fait la prévalence au niveau mondial. Et il faut se rappeler la carte qu'a éditée l'IDF dans son dernier rapport. L'augmentation est exorbitante.
Alors, cette étude, pas comme l'autre de 2000, on n'avait pas parlé de prédiabète, mais aujourd'hui, il faut s'inscrire à tout ce qui se fait à l'échelle internationale. Le prédiabète, il est de 10,4 au niveau national. Bien sûr, toujours la même tendance chez la femme qui est plus élevée, au niveau urbain beaucoup plus élevé. Prédiabète, ça veut dire, avec le diabète, les 3 millions de diabétiques qui sont diabétiques, plus les 3 millions qui sont prédisposés à devenir diabétiques, nous sommes à peu près à 6 millions de personnes qui sont soit diabétiques, soit prédisposées s'ils ne suivent pas certaines règles hygiéno-diététiques et certains conseils, ils vont devenir diabétiques. Une autre information aussi, c'est que parmi les diabétiques, 56% sont hypertendus, donc cette comorbidité qui se rajoute encore à cette gravité de cette problématique, et 46% des hypertendus ne reçoivent pas leur traitement pour plusieurs raisons, soit par manque de moyens pour se procurer son traitement, soit par la mauvaise, comme disait professeur Halimi, il ne faut plus parler d'observance, mais parler de, il y a le mot qui, d'adhérence au traitement. Alors, pour l'hypercholestérolémie, il y a 10,5% de personnes hypercholestérolémiques. Malheureusement, la femme, là, c'est un point négatif, malheureusement, qui est noté pour nous en tant que femmes. Nous sommes dans des chiffres qui de sonnettes d'alarme. Est-ce que c'est une prédisposition génétique? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est notre préoccupation dans la vie, on s'oublie? Mais bon, la femme, elle est vraiment se présente avec des chiffres qui sont très alarmants. Le milieu urbain, toujours avec des chiffres, bien sûr, alarmants à cause du mode de vie que nous menons au niveau urbain. Alors, tout cela nous ramène à dire que si l'espérance de vie à la naissance, si la mortalité maternelle, la mortalité infantile, les maladies infectieuses dans notre pays sont en train d'être soit éliminées, soit améliorées, soit éradiquées, les maladies chroniques, par contre, sont en voie d'augmentation exponentielle. Et la santé de notre population en matière de maladies chroniques est très mise en cause. Donc, en résumé, 10,6% de diabétiques, 10,4% de prédiabétiques, 29% sont hypertendus, presque 27% d'hommes qui fument et 20% d'adultes sont obèses et 33% sont en surpoids. Ça, c'est un chiffre qui n'est pas relaté par l'enquête, mais je voudrais aussi le partager avec vous. C'est par rapport à la mortalité que notre pays, 80% des décès sont imputables aux maladies non transmissibles. Les maladies transmissibles que je vous ai citées. Ces maladies aussi constituent non seulement un fardeau épidémiologique, mais aussi un fardeau économique. Et selon les comptes spéciaux du Maroc qu'on a réalisé aussi, c'est une étude qui a été réalisée grâce à l'appui de l'OMS, presque, comme vous le voyez, presque 50% des dépenses sortent de la poche des ménages, et cela veut dire que c'est aux dépens d'autres choses que le ménage devrait faire, notamment dans l'éducation de leurs enfants, dans leur alimentation qui devrait être saine et équilibrée. Ils sont en train de dépenser leur argent pour prendre en charge ces maladies chroniques. Et le deuxième graphique montre que la majorité des dépenses vont vers tout ce qui est curatif et tout ce qui est examen, bilan, etc.
D'autres informations que je voudrais partager avec vous et qui viennent du dernier rapport d'activité de l'ANAM, c'est que sur les 3% de dossiers qui sont ouverts au niveau des gens assurés par l'AMO, seulement 3% qui sont atteints d'une ou plusieurs ALD, déjà ils consomment presque 48% des dépenses de l'AMO. Et là, c'est une répartition des dépenses ALD par type d'affection. Comme vous le voyez, le diabète 11%, les affections rénales 26%, le cancer 24%, l'hypertension 12% et d'autres problèmes chroniques dépensent 27%. Alors là, je passe. Alors devant cet état des lieux, il était nécessaire d'élaborer et, Inch'Allah, de mettre en œuvre une stratégie nationale de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles. C'est une stratégie qui a été élaborée par le ministère de la Santé, mais avec beaucoup de partenaires, départements gouvernementaux, des sociétés savantes telles que l'Asmédian, l'industrie agroalimentaire. Tout le monde était présent pour l'élaboration de cette stratégie. Mais tout d'abord, il fallait faire une analyse stratégique. Il faut savoir qu'en matière de maladies chroniques, il y a certains acquis au niveau de notre pays. Bon, il y a des plans nationaux relatifs mais verticaux à certaines maladies chroniques. Il y a des recommandations de bonnes pratiques qui sont élaborées par la société savante. L'amélioration de la politique des médicaments et la réduction des prix, l'élargissement de la couverture médicale de base, le renforcement du partenariat, la carte sanitaire bien sûr, l'offre de soins qui est de plus en plus développée, l'implication d'un certain nombre d'institutions dans la promotion et la prévention primaire, et puis le rôle des ONG, les sociétés savantes, mais aussi la société civile qui est de plus en plus développée en matière de maladies chroniques. Mais il y a aussi des défis, notamment en matière de prévention. Il faut absolument mettre en place des mesures populationnelles efficaces, telles que la réduction du sel, du sucre, le gras, la ratification du tabac, l'interdiction et la publicité du tabac et de l'alcool, mais aussi la communication, notamment dans la promotion de l'alimentation saine et équilibrée et puis aussi dans l'activité physique. En matière de prise en charge, il y a d'autres défis aussi à soulever, la réorganisation de l'offre de soins, la normalisation des soins pour les maladies chroniques, l'extension de la vaccination pour certains cancers, le renforcement de l'éducation thérapeutique, le renforcement des capacités professionnelles de santé, notamment le médecin généraliste et le personnel paramédical. Alors, en matière de gouvernance, la santé n'est pas l'affaire du ministère de la Santé seul, c'est l'affaire de tout le monde. Ça va du citoyen sain, du patient, du département, des sociétés savantes, des sociétés civiles. Tout le monde doit être impliqué dans la santé de notre population. Et donc, il faut absolument que les maladies non transmissibles soient intégrées dans les politiques et les stratégies nationales, parce qu'il y a la prévention primaire qui est un axe stratégique très important. Il faut la mise en œuvre d'actions multisectorielles. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de financement pour la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles. La réglementation, elle doit être renforcée et bien sûr la surveillance épidémiologique, le monitoring et l'évaluation. Alors, quelle stratégie et quelle priorité ? Comme je l'ai dit, il y a eu l'élaboration de cette stratégie en présence d'un certain nombre de partenaires, la validation. Et aujourd'hui, pour votre information, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé qui est célébrée chaque 7 avril de chaque année, bon, ça va tomber le dimanche. D'abord, il y aura une marche au niveau de Rabat.
en présence du ministre de la Santé, mais aussi avec la présence du directeur général de l'OMS. Et le lendemain, il y aura une grande manifestation à l'occasion de cette journée mondiale de la santé. Et on va signer une charte qui va être signée par 17 départements en matière de prévention primaire ou de promotion de modes de vie sains. Chaque département va s'engager en fonction de des choses qui relèvent de ses responsabilités à mettre en œuvre pour la promotion du mode de vie sain. Alors, pour revenir à la stratégie, c'est une stratégie qui s'étale durant la période 2019-2029. Elle a un objectif général, 4 objectifs spécifiques, 4 domaines stratégiques et 75 mesures, avec 9 cibles nationales. La vision de cette stratégie consiste à placer au rang de priorité nationale la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles et les intégrer dans les plans de développement et les politiques des départements ministériels et institutionnels concernés afin de réduire la morbidité, les incapacités et les décès prématurés liés à ces maladies. Bon, il y a certaines valeurs à respecter, l'équité, la solidarité, la qualité et puis la responsabilisation. L'objectif général de cette stratégie est de réduire, comme je l'ai dit, la mortalité prématurée, la morbidité, les incapacités liées aux maladies non transmissibles et à leurs facteurs de risque. Les objectifs spécifiques, c'est de renforcer la promotion du mode de vie sain, assurer une prise en charge de qualité des maladies non transmissibles, améliorer la gouvernance, développer un système de suivi et d'évaluation. Les domaines stratégiques, c'est la promotion des modes de vie sains, comme je l'ai dit, avec 3 actions stratégiques. Il faut renforcer la sensibilisation et la communication de la population marocaine sur la gravité des facteurs de risque qui engendrent les maladies non transmissibles. Il faut consolider les services sanitaires de prévention et puis créer des environnements favorables pour la promotion, parce qu'aujourd'hui, on vit dans des environnements diabétogènes et des environnements obésogènes. Le deuxième domaine stratégique, c'est le renforcement de la prise en charge. Le troisième, l'amélioration de la gouvernance avec tout ce qui est coordination, partenariat, réglementation. Et en parlant de partenariat, j'invite la Société marocaine d'endocrinologie qu'on travaille sur un projet de convention de partenariat entre ministère de la Santé et l'ASMEDIAN et puis mener une réflexion sur les domaines sur lesquels on peut travailler en matière de prévention et de prise en charge. Vous le faites déjà, mais je voudrais que ça soit institutionnalisé. C'est déjà noté. Inch'Allah. Alors, c'est presque la dernière slide. Alors, comme je vous l'ai dit, le Maroc s'est inscrit dans les 9 cibles volontaires à l'échelle internationale, mais ce sont des cibles, je suis sûre que vous les connaissez, mais les chiffres, vous allez voir, elles ne sont pas les mêmes à l'échelle internationale parce que les Nations Unies appellent les États membres à adapter ces chiffres en fonction de leurs ressources, bien sûr, leurs ressources financières, leurs ressources humaines. Alors, après plusieurs concertations et discussions, nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de cibles. Celui qui nous intéresse, bon, tout ça nous intéresse, la consommation du sel, la consommation, l'hypertension, la réduction de l'inactivité physique. Mais je voudrais surtout vous parler de cette cible, c'est réduire la recrudescence du diabète de 15%. Pourquoi on a choisi 15%? Parce que si vous calculez la prévalence en 2000 et celle d'aujourd'hui, on est à 30% d'augmentation. Et il faudrait que dans les années prochaines, qu'on réduise cette augmentation. Bon, on a fixé 15%. Peut-être qu'on est ambitieux, peut-être qu'on est moins, mais l'essentiel, il faut avoir une cible et faire tout pour l'atteindre.
Alors, en conclusion, la stratégie nationale multisectorielle de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles est une stratégie globale et intégrée. Elle a donné vraiment une priorisation, on ne parle plus du côté curatif seulement, mais aussi du côté préventif à la promotion du mode de vie sain, par le renforcement d'une action multisectorielle. Et puis, je le dis toujours, la santé, c'est une affaire de tous et il faut faire tout ce qu'on a à faire pour la prévention et la sauvegarde de la santé de notre population marocaine. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Mme Mouzoni. Avant de donner le micro au Dr Salhi, qui a coordonné cette session avec moi, j'attire l'attention de tous les collègues que tous les résultats de la Stepwise sont déjà notés dans le numéro 6 du journal marocain d'endocrinologie et diabétologie, le JIMED, qui est à votre disposition au niveau des stands et vous pouvez passer pour vous abonner ou bien renouveler l'abonnement. Merci. La parole est à M. Saleh. Merci beaucoup. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Micro. Bonjour. Madame Mouzoni, je vous remercie pour votre... Je suis là. Je suis en train de... Monsieur Adlouni. Oui, monsieur Adlouni. Je vous remercie pour votre présentation très intéressante. Et par cela aussi, je remercie le ministère de la Santé d'avoir eu finalement, après 18 ans d'attente, une seconde enquête après celle faite en 2000. Et nous attendions avec beaucoup d'intérêt les résultats de cette enquête. J'ai beaucoup de questions, mais je ne vais pas monopoliser la parole pour me limiter à une ou deux questions. Une question qui m'interpelle concernant le cholestérol. Les résultats présentés sur la plaquette concernant le cholestérol montrent une prévalence de 10%. Je me rappelle que pour l'enquête de 2000, la prévalence était de 30%. Donc je voudrais vous poser cette question. Comment peut-on expliquer cette baisse alors que pour la glycémie, le diabète et l'obésité, c'était une prévalence multipliée par 2, chose qui interpelle. Et puis, deuxième question, concernant toujours le cholestérol, je trouve que c'est dommage que le cholestérol a été fait uniquement dans sa proportion totale et non le HDL, le LDL, sachant que le LDL représente quand même l'objectif thérapeutique suite aux résultats qui ont été présentés lors de l'enquête de 2000. Je pense qu'il y avait quelques critiques pendant dans l'exploitation des résultats de la première enquête. Donc, je voudrais juste un éclairage sur cette question que je trouve importante. Merci. Merci, monsieur Adlouni, d'avoir posé cette question qui nous a interpellés aussi au moment de la découverte de ces résultats. Sincèrement, je ne vais pas vous donner une réponse très claire par rapport à ce sujet, parce qu'on est en train encore, comme je l'ai dit au début de ma présentation, ce ne sont pas les résultats préliminaires, ce sont les résultats qui sont validés et officiels. D'ailleurs, ils ont été présentés par monsieur le ministre. Mais nous sommes en train encore de voir le pourquoi de la chose. Est-ce qu'il y a eu une corrélation avec un autre paramètre? Je ne mets pas en cause la réalisation de l'enquête. Nous sommes en train de faire des analyses et des interprétations pour voir pourquoi, par rapport à l'enquête antérieure, il y a eu cette baisse.
Est-ce que parce qu'il y a eu l'introduction des statines, de l'aspirine dans certains programmes, notamment le programme des maladies cardiovasculaires, nous sommes en cours d'analyser et d'interpréter ce résultat d'hypercholestérolémie qui est basse par rapport à l'enquête antérieure. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi on a fait le cholestérol total, pas les fractions. Je l'ai dit aussi au début, ce sont des enquêtes qui coûtent énormément cher. Ça est d'une. Donc, il fallait des prélèvements, il fallait des analyses, tout ça, c'est pas évident. Et deuxièmement, l'argument que je voudrais vous donner, c'est que c'est une enquête qui a obéi à un protocole de l'OMS. Alors, si vous revenez au protocole de l'OMS par rapport à ce genre d'enquête qui est la stepwise, il n'y a pas de détermination des fractions HDL, LDL. Parce que d'abord, il y a non, il n'y a pas. C'est un protocole qu'il fallait suivre. Peut-être dans les prochaines études, en ne se basant pas sur le protocole stepwise, peut-être sur une enquête nationale telle qu'on a fait en 2000, on pourrait déterminer une ou les deux fractions d'HDL. Mais là, c'est une enquête stepwise avec un protocole bien défini, avec des moyens bien définis, et il faut se contenter avec ce qu'on a déjà. Mais la prochaine stratégie. Enquête, vous voulez dire? Non, vous avez parlé de la stratégie. Oui. La stratégie qui est tracée aujourd'hui, 2019. elle est faite sur la base de ces résultats, non? Oui, bien sûr. Alors, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va tirer comme conclusion par rapport au cholestérol? Je me demande à quoi il va servir finalement. Écoutez, puisque je ne vais pas me baser sur ça pour... c'est pas rien que le cholestérol qui était la base. Il y a la prévalence du diabète, il y a l'hypertension, il y a les facteurs de risque. Une stratégie n'est pas basée... On ne pouvait pas baser la stratégie multisectorielle et nationale sur la prévalence du diabète. On a pris tous les maladies non transmissibles avec les facteurs de risque. Donc, ce n'est pas rien que l'hypercholestérolémie, la seule base de cette stratégie. Non, il faut prendre toutes les prévalences, exactement, dans leur globalité. Et je vous l'ai dit, c'est une stratégie globale et intégrée. Il ne faut plus voir les choses à la verticale. D'ailleurs, le cadre conceptuel, je suis passée dessus, le cœur de la stratégie n'était pas la maladie ou un facteur de risque, c'était le citoyen. D'accord? Le citoyen dans sa globalité, qu'il soit sain ou qu'il soit malade ou qu'il soit prédisposé. Moi, je pense que s'il y a une critique à faire, c'est à l'étude de 2000. On ne peut pas avoir 30% d'hypercholestérolémique avec des obèses en moins, avec un nombre de diabétiques en moins. D'abord, c'est les diabétiques, c'est l'obésité qui doit générer l'hypercholestérolémie ou l'hypertriglycéridémie. On se retrouve avec 30% à l'époque et 10% aujourd'hui. Je pense que les 10% d'aujourd'hui, est-ce que l'étude maintenant elle est plus serrée et la population a été plus ciblée? Je pense que ça concorde. Pourquoi? Parce que le diabète a augmenté, l'obésité a augmenté, et le cholestérol, maintenant qu'il faut le comparer avec la précédente étude et peaufiner l'autre étude. Maintenant, s'il y a une critique, c'est la précédente, en 2000 qu'il faut analyser. Concernant le cholestérol LDL, HDL, nous sommes devant un dépistage de masse. Ce n'est pas un dépistage de qualité. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a un cholestérol élevé, c'est là où on doit demander le LDL et le HDL. Mais quand un bilan revient avec une triglycéridémie normale et une cholestérolémie normale, pas la peine d'aller jusqu'à le LDL et aggraver les dépenses comme elle vient de les démontrer, Mme Mouzouni. Et je voulais dire, d'ailleurs, je ne vous apprends pas grand-chose, Monsieur Aldouni, si on cherche la perfection est l'ennemi du bien. D'accord? Donc, nous, on se lamentait parce qu'on avait des résultats obsolètes,
Et on avait honte, et je suis sûre que tout le monde le pressentait quand on allait dans les congrès internationaux pour présenter des résultats qui dataient de 2000, alors qu'on était en 2017 et 2018. Aujourd'hui, il faut être fier de ce que vous avez comme résultat et présentez-les avec toute fierté et toute confiance. Une dernière question, Madame Benali. Oui, Madame Mouzouni, je vous remercie. Oui, effectivement, les chiffres sont éloquents. Diabète qui se multiplie presque par 2, obésité de même. Alors, après les chiffres, j'aimerais connaître la stratégie pratique sur le terrain pour contrecarrer ces fléaux. Je pense aux médias. Est-ce qu'il y a donc une stratégie prévue pour des médias audio, télé, des caravanes médicales? Enfin, concrètement, qu'est-ce qui va suivre? Je vous remercie. Merci pour votre réponse. Je pense que la stratégie que j'ai présentée, c'est stratégique, mais là, vous parlez de plan d'action opérationnel. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que le ministère de la Santé, avec ses partenaires, sont conscients qu'il ne faut plus continuer dans cette voie de curatif. Il faut seulement traiter, attendre que les personnes tombent malades pour qu'on les prenne en charge. Parce qu'à un certain moment, le système de santé est saturé. Les organismes de prévoyance, de remboursement sont saturés. Tout le monde est saturé. Donc, aujourd'hui, nous sommes conscients qu'il faut travailler en amont, notamment dans la prévention primaire, dans la promotion du mode de vie sain. Et vous avez évoqué un partenaire qui est très important, ce sont les médias. Il faut les encadrer, il faut les impliquer. Et parmi les partenaires qui étaient avec nous dans le comité multisectoriel qui a élaboré cette stratégie, c'était la RACA et puis c'était le ministère de la Communication. Nous allons, Inch'Allah, travailler avec eux de manière, pas rien que le ministère, tout le monde devrait impliquer les médias, dans toutes les médias, hors médias, et les engager à promouvoir le mode de vie sain, d'abord pour la prévention, et quand on est prédisposé, qu'est-ce qu'il faut faire, et quand on est malade, quels sont les conseils à faire. Vous avez tout à fait raison. Pour les campagnes, je vous assure, madame, que le ministre de la Santé actuel est à cheval sur les campagnes et sur les caravanes médicales pour desservir les zones endémiques. Merci beaucoup, Madame Mouzouni. C'est un sujet qui va susciter beaucoup de débats, mais on est en fin d'après-midi ou de soirée. Donc, je vous remercie pour votre patience et vous êtes vivement conviés à un cocktail dînatoire offert par les laboratoires Lilly. Merci.